Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Quel avenir pour l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo? Il faut se rappeler que depuis 1981 et aussi en 82, il y a eu des ordonnances qui ont été signées pour libéraliser l'exploitation artisanale. Mais dans la plupart des cas, c'était dans la filière diamantifère. Et que vers 1997, il y a eu aussi l'entrée en jeu de l'exploitation artisanale dans la filière cuivre-cobalt et l'émergence de la classe moyenne congolaise. On se pose la question, aujourd'hui, est-ce qu'on a atteint cet objectif? Y a-t-il des Congolais qui ont pu accéder à l'émergence à partir de l'exploitation artisanale? Et nous en parlons dans cette émission. Les invités sont, nous avons Henri Mouya, qui est secrétaire exécutif de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles et conférence épiscopale nationale du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Des décennies sont passées, on voit les creuseurs aller tous les jours dans le puits, mais ces creuseurs restent toujours pauvres. Entre-temps, ceux qui exploitent ou ceux qui achètent des minerais auprès des creuseurs, ils gonflent leurs assiettes. On voit des négociants qui deviennent des patrons, on voit des Indiens, on voit des Chinois. Pourquoi ces paradoxes? Les Congolais qui restent toujours pauvres, les expatriés qui deviennent toujours plus riches. Monsieur Henri Mouya, l'exploitation artisanale. Bon, je me rappelle qu'il y a un exploitant artisanal de la province orientale, de l'Ituri, qui disait l'or qu'on avait offert à Jésus, c'était un or artisanal. Bon, ça veut dire que parce qu'il n'y avait pas encore l'artisanat minier a commencé il y a longtemps. Mais seulement ce qui compte, c'est qu'on puisse bien l'organiser. On l'a organisé d'une manière légale, mais cette loi n'a pas permis d'organiser comme il se doit jusqu'à ce jour. Il y a des initiatives à ce jour, jusqu'à ce qu'on pense à l'organisation des artisanaux en coopérative, qui puisse permettre de passer à l'artisanat avec des instruments rudimentaires vers une petite mine et peut-être aller plus loin vers une exploitation industrielle. Malheureusement, il semble que l'encadrement n'est pas suffisant. Parce que ces coopératives, qui dans la plupart des cas sont créées d'en haut, c'est-à-dire les gens qui ont des moyens, mettent ensemble des artisanaux pour dire qu'on a formé une coopérative et c'est celui qui a les moyens qui va payer les papiers ou qui fait les formalités administratives et c'est sa coopérative. Et les artisanaux sont comme s'ils étaient ses employés. Des coopératives sans moyens, qui n'ont pas de banques. Effectivement, justement, le problème c'est celui qui a des moyens, c'est celui-là qui s'enrichit personnellement. Malheureusement, il se fait qu'au niveau de la base, les artisanaux, qui ne sont peut-être pas permanents, d'autres viennent d'une manière circonstancielle, n'ont pas le temps de s'organiser ou de comprendre comment ils peuvent le faire pour bien bénéficier de leur travail. Parce que si d'un côté, leur produit s'en va avec beaucoup plus de bénéfices sur le chef de trou, la coopérative, vous allez aux négociants, vous allez ainsi de suite, plus haut, en fait, comment est-ce qu'on peut dire, jusqu'aux entités de traitement et ceux qui exportent. Celui qui creuse et qui a le plus dur labeur ne gagne pas assez. Malheureusement, ceux qui creusent n'ont pas la possibilité de pouvoir s'unir pour réfléchir. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés. Cet accompagnement qui doit venir de l'État, maintenant le CESCAM, pour lequel certains disent que son travail n'est pas encore suffisant parce qu'eux-mêmes se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens. Mais au moins à ce niveau-là, il faut organiser les artisanaux, les accompagner pour que, d'un côté, ils soient capables de pouvoir mettre ensemble ce qu'ils gagnent au bout de leur dur labeur, parce que vous savez que quand ils en sortent, il y en a qui vont dilapider ça dans la bière, dans les plaisirs avec les femmes, et ils ne pensent pas à l'avenir. Donc ça veut dire qu'il faut aider ces artisanaux. Responsabiliser effectivement le creuseur lui-même. Il faut responsabiliser le creuseur, mais il faut l'accompagner. Parce que dès qu'il sort de là, il ne faut pas que l'argent qu'il gagne, qu'il ne sache pas où le mettre. Vous avez parlé de banques ici. Il faut qu'on aille jusqu'à ce niveau avec des banques, mais aussi qu'on organise les artisanaux. L'exploitation artisanale en RDC peut-elle créer l'émergence de la classe moyenne congolaise? Une question importante, parce que autant de problèmes sur terrain. Déjà, à Kasumbalesa et aussi dans la mine de Kassoulou. Kassoulou, nous sommes à Kolwezi, dans des parcelles des gens,
les exploitants artisanaux viennent et creusent des tunnels, vont exploiter des minerais de cuivre et de cobalt. Et ce qui est grave, vous allez voir dans les images, 5 morts. Et on ne sait pas compter les morts qui sont restés sous sol, parce que ces morts ont été évacués de façon spectaculaire. Vous allez voir des gens avec des cordes en train de tirer pour qu'ils sortent des trous déjà inertes. Et puis, c'est autant de dangers avec l'exploitation artisanale. Le SESCAM qui fait son travail d'encadrement, d'accompagnement, mais comme il arrive toujours qu'ils ne sont pas capables de diriger ou de gérer plus de 4000 personnes, 80 000 personnes ou 5000 personnes dans un seul site, et aussi sans moyens, ça pose problème. La question reste soulevée. Quel avenir pour l'exploitation artisanale dans notre pays? Même si cette exploitation artisanale contribue à 20%, on sait que 2015, le rapport ITIE va tabler sur la transparence de l'exploitation artisanale. Dieudonné Chimpinibois, il vient du Kasaï oriental et il est dans la filière de l'exploitation du diamant. Nous aurons également M. Dimi Mungouriek Oufoy qui vient du Bougnan, qui est dans la filière orifère. Et M. Henri Mouillard qui a commencé pourra faire un peu les avis sur l'ensemble des éléments de l'exploitation artisanale. Déjà pour le Kasaï oriental, comment ça se passe? Parce qu'on avait entendu parler de l'époque des grosses pierres de diamants. Ngoï Kassanji, le gouverneur actuel de la province du Kasaï oriental, était parmi des personnes qui ont bénéficié des élans ou de la richesse du sol congolais, où vous pouvez en sortir une grosse pierre et vous changez de statut. Vous devenez millionnaire, vous devenez patron. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. En fait, au Kasaï oriental, c'est une province minière. Minière où on exploite les diamants. Les diamants est presque dans tous les districts. Je parle du district, notre ancienne confédération. Et le diamant est encore là. Le diamant est là. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? D'abord, la première personne qui touche les diamants, c'est le creuser. Le creuser, quand il touche les diamants, il va aller les vendre, soit auprès de négociants ambulants qui circulent partout, soit dans un comptoir. Oui. Il va vendre les diamants. Mais on trouve ceux qui achètent qui ne sont pas autochtones, c'est-à-dire les expatriés, notamment il y a les Chinois, il y a tel, qui achètent ces diamants, et se développe plus que ceux qui, au détriment de ceux qui sont les premiers à toucher les diamants. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est ce que nous avons dit, les creuseurs restent toujours pauvres. Les creuseurs restent toujours pauvres. Il y a 2 entreprises qui exploitent les diamants. Dans le Kasaï oriental. Il y a l'Amiba, il y a aussi Sassim. Prenons le cas de l'Amiba. L'Amiba a exploité les diamants presque 100 ans. Oui, ça fait, on parle de 9 milliards la ville de Mbujimaï est construite par l'Amiba. Quand on parle de la ville de Mbujimaï, c'est l'Amiba qui a construit. On voit quand même il y a des écoles que l'Amiba a construites. Mais quand nous prenons Sassim, qui a remplacé Sengamine, ex-Sengamine, devenu Sakim, et ainsi de suite, jusqu'à devenir aujourd'hui Sassim. Sassim, c'est une structure parathétique qui a été créée après la chute de Sassim par après Sakim, oui, par les Chinois, la relation entre les Chinois et les Congo. Ils vont commencer à produire 500 000 tonnes. Ils produisent les diamants. Oui. 500 000 carats plutôt. 500 000 carats de diamants. Oui. Ils produisent chaque jour ici les diamants. Et quand vous allez sur le terrain, ces diamants partent où? C'est la question que la population se pose. Je parle de la population de Tchibwe, où on a installé l'entreprise qui exploite. Et on parle aussi de la population de Boya, les villages qui hébergent Tchibwe, qui hébergent Sassim. Et vous trouverez toute cette population qui
de plus en plus devenir pauvres. Oui, mais il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé à exploiter, parce qu'il faut leur donner du temps de récupérer leur investissement et de se lancer dans le social. Et quand vous lisez le contrat ou l'accord entre les Chinois et la RDC, l'accord est clair. On parle de projets sociaux, la réhabilitation des routes. Et on a réhabilité la route en terre. Et avec la pluie, la route en terre, quel sera l'avenir de cette route-là? On parle de la construction de deux barrages. Néanmoins, ils ont construit un mini-barrage au niveau de Chibo. Mais ça sert aussi à la population. Ça sert seulement à l'entreprise. Quant à l'exploitation artisanale, il y a des creuseurs qui creusent partout. Et même il y a les endroits aussi où les creuseurs qui exploitaient, on a revu ces endroits-là. Par l'émergence des Chinois. L'émergence des Chinois, il y a notamment les Chinois qui ont installé des dracs sur la rivière Sangourou-Mbujimai, avec des dracs pour la population qui, chaque fois, allait exploiter dans cette rivière. Cette population n'a même pas une minute de rester là-bas. C'est-à-dire qu'elle est chassée. Tu veux dire que les diamants que les Chinois attrapent dans ces genres de sites ne passent pas par... non, c'est un circuit vraiment informel. Je dirais ça. Un circuit informel parce qu'on ne connaît absolument rien. Ni la valeur, ni les produits. Mais vous êtes quand même dans une ONG qui est une force de pression. Oui. Vous faites des plaidoyers. Est-ce que vous avez contacté les autorités du coin pour leur poser la question au passe de diamants qui exploitent ces Chinois? Non, on a contacté. Quand on contacte, on voit les rapports de la Chine, c'est au niveau national, ce n'est pas au niveau de la province. Et là, nous voyons la filière orifère. Nous sommes à Bunia et nous avons M. Dimi Mungouriek Oufoy, qui est aussi secrétaire permanent du cadre de concertation de la société civile de l'Uturi. Alors, comment ça se passe dans l'exploitation orifère? Mais la question que vous avez venu de poser, elle est très importante. Pourquoi l'or qui est exploité artisanalement, aujourd'hui ne fait pas créer une classe qu'on pouvait estimer, qui n'est pas cette classe-là, qui devait être en réalité selon la quantité exploitée. Oui, parce que déjà, je vous informe que l'ONG Sarois a établi que l'or exploité artisanalement, surtout dans l'espace Ituri, dépasse plus de 18 tonnes ou même 20 tonnes par an. C'est déjà beaucoup. Ok, en fait, ça c'est les résultats d'une étude. Et pour avoir cette statistique-là, certainement, ils ont suivi une méthodologie. Mais si on allait plus loin, je dirais ça pouvait même aller au-delà de ça. En fait, le secteur d'exploitation artisanale de l'or aujourd'hui, c'est un secteur qui paraît être vraiment, si pas négligé, mais non suivi. Il y a des textes réglementaires, il y a la loi de 2002, le code minier, il y a le règlement minier de 2003 avec ses annexes qui donnent comment l'exploitation artisanale doit être organisée. Mais curieusement, aujourd'hui, on assiste, il y a, je dirais, une démission des services de l'État. Non, mais il y a le SESCAM qui est toujours dans chaque puits. Ah oui, il n'y a pas de puits sans le SESCAM, oui, c'est confirmé. SESCAM est là. Oui. Mais dites-moi, SESCAM raconte à qui actuellement? Parce que c'est un service ministère des mines. Nous avons des différents niveaux. N'est-ce pas? Nous avons SESCAM du niveau local jusqu'au niveau national. Mais demandons-nous si SESCAM raconte à qui? Je pense les rapports, comme vous venez de dire, il y a un rapport de cadrage du secteur artisanal. Vous allez voir ce que SESCAM perçoit. C'est insignifiant. Or, si réellement SESCAM travaillait, si c'est réellement les services des mines travaillaient, si réellement la loi congolaise en matière d'exploitation artisanale devait être appliquée, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Ce qui rentre dans le trésor public de l'État aujourd'hui, du secteur artisanal, n'arrive pas difficilement à 5% de ce qui devait entrer dans le trésor public. Et tout ça, comme, lui il a parlé un peu des secteurs informels, des circuits informels.
Mais moi, je dirais, au-delà des circuits informels, c'est un circuit fermé. Comment ça? Fermé pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est réservé à une catégorie de personnes. Comme qui? Aujourd'hui, en fait, je ne saurais pas dire que c'est qui, mais tous nous connaissons si c'est qui, parce que j'ai dit que c'est un secteur réglementé. Et la question de savoir est-ce que chaque service de l'État joue effectivement son rôle dans ces secteurs. Parce qu'il y a eu dans le Turi, on a suivi il n'y a pas longtemps, la Commission nationale de lutte contre la fraude minière était descendue. Il y a eu des Chinois qui ont été expulsés. Et parce qu'ils étaient dans une exploitation illicite, c'est qu'il y a quand même les services de l'État qui suivent de près ce qui se passe sur le terrain. Là, je tiens même à saluer M. Pascal Niembo qui avait vraiment abattu un travail de titan. C'est bon, ils ont été expliqués. Mais pose-moi la question aujourd'hui, ils sont où? À l'heure où nous sommes dans ce studio, ils sont rentrés. Les Chinois qui non seulement ils sont rentrés, non seulement ceux qui étaient expulsés sont rentrés, mais aussi ceux qui n'étaient pas là sont encore arrivés. Je pense à l'époque... Pour continuer la même activité. Oui, la même activité, mais dates malgré tous les efforts de Pascal Niembo, écoutez, à l'époque, le président de la commission, je me souviens, de la commission au mois de janvier, oui. Au mois de janvier de cette année ici, je pense que c'était un arrêté du 23 janvier 2015, par lequel le gouverneur de la province orientale suspendait toutes les activités minières. Pour contrôler, oui. L'objectif c'était quoi? Parce qu'il y avait un constat que toutes ces activités, en réalité, ne profitent pas à l'État. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un arrêté contraire qui réhabilite ces secteurs-là. Mais les gens ont repris. Mais les gens ont repris. Alors, je me dis, ils ont repris sur base de quel texte? Ça, c'est juste une parenthèse. Et l'objectif de cet arrêté-là, c'était pour que, effectivement, l'État puisse profiter de l'exploitation des ressources naturelles. Parce que si l'État profite, automatiquement les communautés locales vont profiter. Parce que l'État a la responsabilité par rapport aux droits humains de veiller sur le bien-être, de scolariser, de faire des routes, de faire des hôpitaux. Alors, c'est ces recettes-là qui devaient, à principe, aider tous ces aspects-là. Mais aujourd'hui, s'il y avait cet arrêté-là, c'était pour qu'on ait un changement. Et naturellement, on devrait s'attendre, s'il y a la reprise, qu'il y ait un changement sur le plan socio-économique de la province orientale. Mais il n'y a pas un changement jusqu'à présent. Alors on se demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, je ne dirais pas que l'État a démissionné ou l'État ne fait pas son travail, mais je pense que l'État doit encore aller au-delà. Si je donne un exemple, monsieur le journaliste, il y a une semaine passée, dans une rivière qu'on appelle Ituri, il y a des Chinois qui exploitent. Légalement ou illégalement? Légalement ou illégalement, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même le texte qui dit que avant d'exploiter, vous devez suivre telle procédure, telle procédure. Et moi, je suppose que ces Chinois qui sont là, ils ont une autorisation. Une autorisation. Mais alors, cette autorisation-là, est-ce qu'elle est là pour faire chasser les communautés locales? Ou bien cette autorisation fait que les entreprises qui viennent s'installer ne puissent pas consulter les communautés locales? Il y a un principe sacré de consentement libre, préalable et éclairé pour qu'une entreprise puisse s'installer et commence à exploiter. Alors, dans le cas ici, cette entreprise chinoise arrive sans consulter les membres des communautés locales. Et vous savez, lorsque quelqu'un se sent menacé, les réactions naturelles, d'abord, c'est de défendre. Et la population s'est soulevée. Il y a eu des Chinois qu'on a failli arrêter. Je crois que vous êtes dans les organisations non gouvernementales pour aider la population à comprendre et aussi pour que les autorités puissent collaborer avec vous. J'en arrive, M. Henri Mouya, est-ce que vous pensez que dans cette configuration des faits, est-ce qu'on peut arriver vraiment à établir un cadrage et produire un rapport avec des données réelles acceptées dans le secteur de l'exploitation artisanale pour l'ITIE, pour la transparence? Est-ce possible? Surtout que les trésors sont incontrôlés et ils sont dans des sites où on ne connaît pas et d'autres personnes s'intègrent, comme vous parlez des Chinois à gauche à droite, des dragues, parfois pas suivis. Comment on peut retracer, étant aussi considéré que la plupart des produits, tels que l'or, le diamant, sont des produits qu'on peut mettre dans une poche, qu'on peut avaler? Comment on peut arriver à établir vraiment un rapport transparent dans ce domaine? Bon, il faut dire que l'ITIE nous a déjà beaucoup aidé dans le secteur industriel. Avant l'ITIE,
il n'était pas facile d'accéder à certaines informations dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles. Avec l'ITIE, on en est quand même arrivé à accéder à des informations qui étaient restées jusque-là réservées soit à l'État, soit aux entreprises. Maintenant, que le comité exécutif ait pensé à ce qu'on puisse intégrer le secteur artisanal, c'est parce que, avec l'ITIE, nous voulons lutter contre le paradoxe de l'abondance des ressources et de la pauvreté de la population. Oui. Vous venez d'entendre ici toute la masse de flux financiers qui échappent au pays à travers l'exploitation artisanale. Dans ce rapport-là, il y a un rapport de cadrage de l'exploitation minière. Il y a quelques chiffres qui ont été donnés. Par exemple, pour l'année 2014, le secteur du diamant a contribué à près de 89%. Le secteur artisanal. Artisanal, oui. Donc ça veut dire que l'artisanat peut contribuer au budget de l'État. Mais seulement, dans la configuration de notre État, il doit rester en nous une volonté d'aller de l'avant. Ça, c'est de 1. De 2, à la volonté d'aller de l'avant, il faut mettre des moyens. Les moyens doivent être mis en œuvre par l'État. Et ces moyens ne sont pas seulement des moyens qui doivent être dans le secteur. Ils doivent agir aussi sur le contexte. Maintenant, vous savez que nous sommes dans un contexte de démembrement et un contexte de décentralisation. En fait, si vous allez au niveau local, l'entité décentralisée qui est au niveau le plus bas, c'est le secteur ou la chefferie. Est-ce que le chef de secteur est en mesure de savoir qui fait quoi dans son secteur? Mais quand il a besoin de pourcentage, parce qu'il y a toute une question de pourcentage. Ça, c'est une partie. Oui. Est-ce que la population du secteur connaît ses droits et ses obligations et sait ce qu'elle doit demander à son chef? Si vous allez dans la plupart du secteur, il n'y a pas de plan de développement et il n'y a pas de budget participatif. Parce qu'en fait, pour développer ces entités, nous devons être en mesure d'avoir des plans à ce niveau-là. Et ces plans qui doivent être soutenus par le budget. C'est dans ce mécanisme-là que l'on peut fournir un effort pour savoir quels sont les besoins de l'entité, quelles sont les sources éventuelles. À ce moment-là, on fournira un effort pour pouvoir savoir qui est-ce qu'on a dans l'exploitation minière, artisanale, qui est-ce qu'on a dans l'exploitation industrielle, qui est-ce qu'on a par exemple dans l'agriculture, qui est-ce qu'on a dans tel secteur. Donc, la première chose, il faut restaurer l'autorité de l'État à tous les échelons. Ça, c'est de 1. De 2, on doit être en mesure de continuer les mécanismes de réforme de l'administration. Parce qu'en fait, cette administration qui va accompagner les artisanaux, cette administration qui doit être en mesure de collecter les fonds qui viennent de l'artisanat. Vous allez vous rendre compte que dans les statistiques, il y a des chiffres disparates. Oui, ben c'est ça le problème, parce que oui, là, dans le Kasaï oriental, il y a déjà l'étalage de tous ceux qui perçoivent l'argent des créateurs. Je crois que nous allons revenir à M. Je peux ajouter? Oui, M. Chimpidimbois. Bon, la matière que mon collègue arrive de soulever, il y a qui est d'abord la question qu'on se pose. Qui est exploitant des diamants? C'est celui-là qui va dans la mine de diamants, qui creuse dans le puits. Pas seulement qui creuse, même qui vend, il est exploitant parce qu'il vit dans les sites miniers. Oui. Et qu'est-ce qu'on remarque dans les sites miniers? On remarque beaucoup de services qui rançonnent les graviers. Oui. Auprès de celui que nous pensons qu'il est déjà pauvre, notamment l'exploitant est pauvre. Le creuseur. Il est pauvre. Il creuse aujourd'hui, il fait sortir le gravier avant l'étamisage. Mais au sein de ces sites, il y a un comité de mines. Et les comités de mines... serait par quoi? Par le code minier? Non, là, je dirais que c'est local. C'est connu au niveau du gouverneur, de la province. C'est connu au niveau de la province. Il y a un comité de mines. Le comité de mines, là, est constitué de beaucoup de personnes. Peut-être il peut y avoir un délégué du territoire, un délégué du secteur, un délégué du groupement, un délégué du maire. Oui. Ça, donc, même la police est peut-être toujours là parce que la police est censée
sécuriser les personnes. Un délégué du gouverneur. Et quand on trouve, quand il y a maintenant du gravier, ces services-là, chacun son pourcentage. On peut prendre par exemple 40% à chaque point. On met le gravier là-bas et là c'est pour les comités. Les créateurs restent avec autant de graviers. 60%. 60% par exemple. Et dans ce 60-là, il y a un supporter aussi qui était là. Il va aussi, donc ce 60-là devient 100%. Il va se C'est diviser. celui qui a financé. Donc ainsi de suite. Peut-être le créateur peut se retrouver avec des sacs sur 10 sacs. Donc 20% ou 10%. 20%. Si c'est beaucoup, c'est 20%. Et les graviers tirés de ces créateurs-là, qu'on s'est distribué par les comités des mines, l'argent qu'on a perçu de ces diamants-là, ça va où? Est-ce que ça va dans le trésor public parce que c'est un service peut-être de l'État? Si ça escame là, est-ce que ça va là-bas? Si c'est la division des mines, est-ce que ça va là-bas? Donc, c'est cette somme d'argent-là qui va servir au tiers, c'est-à-dire que ça va dans la poche de l'individu qui est censé être dans la mine pour faire du bon travail, peut-être selon la loi, parce que quand vous lisez la loi, il y a les services qui sont éligibles dans le secteur minier. Est-ce que le comité des mines est éligible dans le secteur minier, selon la loi? Non. Est-ce que le chef du secteur est éligible selon la loi? Non. Or, quand vous lisez la loi, il n'y a que le gouverneur qui est éligible dans le secteur. Comment? Il doit vendre les cartes. Et le chef de division. Il doit vendre les cartes des négociants. La division est éligible parce qu'il doit vendre les cartes des créateurs. Oui. Est-ce que ces créateurs qui sont appelés exploitants de diamants, est-ce qu'ils sont réellement appelés créateurs? Parce que pour être créateur, il faut avoir la carte des créateurs. Mais quand vous allez à la division des mines, si vous voyez les services de la division, vous trouvez peut-être c'est 1% ou 2% les créateurs qui ont acheté leurs cartes de créateurs. Et quels créateurs? Peut-être ce sont les créateurs communément appelés qui sont dans la coopérative. Les coopératives entre guillemets. Moi j'ai de l'argent, j'ai créé ma coopérative, j'ai 100 créateurs. Ce que je peux faire, c'est d'abord acheter les cartes, la carte à chaque exploitant que je vais utiliser. Là, c'était dans la filière du diamant, dans la filière de l'or, dans l'Ituri. Comment ça se passe? Quand quelqu'un va exploiter, il attrape quelques graines d'or ou quoi? Comment ça se passe? Quelques grammes d'or, comment ça se passe? Oui, je pense que, comme il venait de dire, il y a les créateurs qui ont la carte des créateurs. Mais il y a aussi des créateurs sans carte de créateurs. Et si un service de l'État vient percevoir une taxe auprès d'un créateur qui n'a pas la carte des créateurs, il est d'abord fautif. Le service connaît qu'il n'a pas la carte. Mais est-ce qu'on cherche la carte ou on cherche l'argent? Aujourd'hui, en tout cas, le ministère des Mines a fait un grand travail en établissant le manuel de traçabilité. Le BGR. Et aussi, ça c'est encore une chose à féliciter, que le gouvernement congolais puisse s'engager sur cette voie-là de traçabilité dans le cadre des mécanismes régionaux, de la CRGL, l'ITRI, tout ça. Et ça c'est déjà une avancée significative. Mais le secteur de l'or... Parce qu'il y a l'ITOIA qui va arriver avec le ministère des Mines toujours. Oui, évidemment. Le secteur de l'or est un peu autre que les autres secteurs. Je peux avoir l'or maintenant. Mais je suis dans les... Tu ne sauras pas que j'ai l'or sur moi. Contrairement à quelqu'un qui a le coltan. Vous voyez, le coltan a une bonne quantité là-bas. Mais l'or, je le mets. Je l'avale à moi. C'est comme l'or, c'est comme les diamants. Alors, pourquoi je vous appelle finalement, on s'est dit comment maîtriser ces secteurs-là. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, il y a des organisations. Si je prends l'exemple de la Sokimo, par exemple, c'est une entreprise minière, mais qui a des exploitants artisanaux sur sa concession. Et comme Henri venait de dire, le contexte dans lequel a été libéralisée l'exploitation artisanale. Ce que la Sokimo fait, c'est
encadrer les exploitants artisanaux et à la production maintenant. Les 30% de la production va à la Sokimo. Maintenant, si les 30% va à la Sokimo et qu'il y a les 60%, les 70% qui restent, est-ce qu'ils vont au niveau des comptoirs? Parce que je peux dire qu'actuellement à Bunia, il n'y a pas autant de comptoirs comme on peut le penser. Alors, le reste là, ça va où? C'est une première chose. Deuxième chose, ça c'est par rapport à là où il y a Sokimo. Mais là où il n'y a pas la Sokimo, il y a l'exploitation de l'or. L'or là, il va où? Vous avez donné la statistique. On sait que l'or sort du pays, les gens traversent avec l'or dans la frontière, vont vers l'Ouganda, ils vont vendre par-ci par-là. On le dit, c'est vrai, ça, on peut dire. Vous venez de là. On peut dire aujourd'hui que ça va en Ouganda, ça va, je sais pas, à Dubaï, ça va à Butembo. Mais vous venez de là. Qui a vu l'or passer à la frontière? Et c'est là où l'État devait travailler. Non, vous-même, vous venez de là. Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? Moi, vous avez vu au moins l'or sortir de la frontière. Je sais, non, je n'ai pas vu l'or sortir de la frontière. Mais je sais que l'or sort quand même en dehors de la province orientale. Ça, je peux le dire parce que si je vois l'or sortir, je peux attraper celui qui va avec de l'or, dit non, mon cher, ça c'est le produit. En qualité de qui? En qualité de citoyen congolais, parce que ça doit me bénéficier. Si l'État ne peut pas le faire. Alors, parce qu'on ne les voit pas, on ne les arrête pas. C'est pourquoi nous disons qu'il est important que l'État congolais, avec tous les mécanismes qu'il est en train de mettre en place, puisse taper fort pour que ces mécanismes-là soient effectifs. Aujourd'hui, on peut parler de coopératives, mais les coopératives en elles-mêmes ne vont pas résoudre le problème. Voilà. Si dans les coopératives, il y a 10 exploitants, et puis dans la province orientale, ils sont estimés à plus ou moins 200 000. Plus ou moins 200 000 creuseurs. Ça compte évidemment ceux qui dépendent de ces creuseurs-là. Alors, voilà. Comment on va arriver à tracer cet ordre? L'exploitation artisanale, il n'y a pas que le diamant, il n'y a pas que l'or, il n'y a pas que le coltan ou le cuivre ou le cobalt qu'on attrape. Il y a aussi des morts. Et là, nous sommes à Kassoulou. Kassoulou, c'est à l'ouest, où les exploitants artisanaux vont retrouver au matin, de 1h du matin à 5h, c'est des gens qui sont asphyxiés et qui sont morts dans des tunnels qu'ils ont creusés eux-mêmes. Et on voit comment on est en train de les sortir des tunnels, c'est des corps inertes. On a Kassoulou, 7 gens blessés, 5 découfakis. Mais les éboulements et les chaleurs, la quartier à carrière profondeur, les chaleurs. Chaleur? Oui. Attention pour la chaleur? Oui. On a mis les chaleurs, oui. Vous avez tout fait? Oui, vous avez tout fait. C'est que beaucoup de gens la place minéraire vraiment et c'est le quoi parce qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont habitués à les faire. Oui, il faut que l'autorité va tester minéraire en haut de la casse. Biso bespé, to vérifier les salaires. On a le problème exact. Nous t'en confie pour chaleur. Donc tu as l'ingé mon pépé, moi ya kobima mon pépé s'il, nous t'ai déjà confié. On a les boules, les gens à 35 mètres.